Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliena. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le département ouvre une ligne d'écoute pour les aidants. La plateforme téléphonique est accessible aux personnes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie. Nous verrons cela. Le circuit se fait beau pour le centenaire de 2023. Plusieurs zones, comme le Dunlop, ont le droit à des travaux. Et puis un invité exceptionnel dans le journal. Danny Leprince, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple meurtre de son frère, sa belle-sœur et ses nièces à Torigné-sur-Dué. C'était en 1994. Il clame depuis tout ce temps son innocence. Il témoigne dans un livre et était sur notre plateau avec Bernard Nicolas pour un entretien. Mais on ouvre ce journal, Hélène, avec le département de la Sarthe qui lance une plateforme téléphonique Sarthe Écoute. C'est un dispositif accessible, y compris le soir, les week-ends, mais aussi les jours fériés, et qui sert à apporter un espace d'écoute bienveillant pour ceux qui s'occupent d'un proche en perte d'autonomie. Reportage Anthony Piton. Selon une étude Ipsos, près de 3 personnes sur 10 s'occupent d'un proche en perte d'autonomie. Souvent, leur rôle d'aidant engendre des difficultés dans leur vie quotidienne. Alors pour mieux les gérer et en parler, ils peuvent compter sur l'oreille attentive d'Amélie. Que ce soit des personnes qui aident leurs enfants ou leur mari ou même encore leurs parents, la problématique reste quand même toujours la même. Ils se sentent isolés, seuls et épuisés dans leur rôle d'aidant. Comme Amélie, une douzaine de volontaires réceptionnent les appels des aidants sur la cellule téléphonique Sarthe Écoute. Un numéro dédié est en place, le 02 52 84 84 84. Objectif, rompre l'isolement des aidants et si besoin, les orienter vers des dispositifs existants. Tous ceux qui sont aidants trouvent ça naturel de venir en aide et ils oublient parfois de s'identifier comme aidants. Et les dispositifs nationaux aussi ont mis en place des accompagnements et des aides qui peuvent leur être proposées. La cellule d'appel Sarthe Écoute mobilise tous les acteurs sartois impliqués pour l'accompagnement des personnes âgées dépendantes ou des personnes en situation de handicap. La ligne est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Allez, sport à présent et retour à la Pince-Nardière pour le nouveau coach du Mans FC dont on vous révélait l'identité hier soir, Régine Allaret. Le remplaçant de Chris a été présenté ce mercredi après-midi. Alors vous l'avez dit Aurélien, le club avait officialisé sa signature la veille et ce n'est pas un inconnu des sang et or. En février 2020, il avait déjà pris les rênes de l'équipe, mais il n'avait dirigé qu'un seul match avant d'être remercié par le président du Mans FC, Thierry Gomez. L'éventualité de continuer à collaborer suite à cette période Covid, on ne s'était pas entendu, comme ça peut arriver souvent. Voilà. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on se soit retrouvés. Ce qui paraissait inenvisageable il y a même 5 jours, je pense des deux côtés. Voilà, comme deux ex, on s'est fait un peu du pied. Et puis on est là aujourd'hui devant vous. Les premiers coups de pelleteuse, Hélène, viennent d'être donnés autour de la passerelle Dunlop. Toute la zone va subir un très gros lifting. Le but, qu'elle devienne une véritable place accueillante pour le public en vue du centenaire de 2023. Enzo Maubert. L'endroit était connu pour n'être qu'une place de terre et de cailloux. Près de la passerelle Dunlop, cette zone qui accueillait jusqu'alors les concerts va totalement changer de visage. Aujourd'hui, c'est un peu un no man's land. On va structurer les espaces, mettre des matériaux qualitatifs, des zones en pavage, des zones enrobées, des zones végétalisées, 2700 m² de zones végétalisées, 1200 arbustes environ de plantés. Et voilà à quoi devrait ressembler cette future place. Le syndicat mixte du circuit chargé des travaux a engagé près de 900 000 € pour ce projet qui, à terme, pourra accueillir différents événements. L'objectif, c'est à la fois donc de permettre une liaison piétonne accessible aux personnes à mobilité réduite, et également de créer des placettes de manière à pouvoir accueillir des expositions, des barnums, par exemple pour accueillir des voitures de collection. Et il y aura un troisième objectif, c'est d'assurer un lien, une porosité entre le musée et le circuit, de manière à ce que les véhicules de collection puissent accéder au circuit automobile. La fin des travaux est programmée pour mars 2023. Le département procédera également à la restructuration des entrées nord et sud, le tout avant l'édition du centenaire des 24 heures du Mans, prévue en juin.
Place à présent, Hélène, à un témoignage exclusif dans ce journal. Celui de Dany Le Prince. Il était sur notre plateau avec Bernard Nicolas pour un entretien dans l'après-midi. Écoutez. Allez, place aux invités de notre journal ce soir. Ils sont deux. Dany Le Prince, bonsoir. Bonsoir. Et Bernard Nicolas, journaliste et co-auteur justement du livre « Ils ont volé ma vie » qui vient tout juste de sortir. Dany Le Prince, vous avez passé 18 ans en prison. Vous êtes sorti il y a 10 ans sous libération conditionnelle et vous avez été réduit pendant toutes ces années au silence. La justice vous interdisait de parler de l'affaire. Jusqu'alors, l'affaire, c'est le quadruple meurtre de Torigny-sur-Dué. Le 5 septembre 1994, Christian Le Prince, Brigitte, sa femme ainsi que leurs deux filles, Sandra et Audrey, âgées de 10 et 7 ans, sont retrouvées morts à leur domicile. Aujourd'hui, Dany Le Prince a purgé sa peine. Il prend la parole publiquement. Pourquoi ? Pour clamer son innocence, ce qu'il faisait déjà dans l'ombre depuis quelques années. Vous avez été condamné, Dany Le Prince, en 1997 pour ces meurtres, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Pourtant, depuis tout ce temps, vous ne cessez de clamer votre innocence depuis. Dans un livre, pourquoi avoir décidé de coucher sur papier tout cela ? C'était pas un objectif, quoi. En fait, moi, mon seul objectif, c'est la procédure de révision, qu'on confonde des assassins de ma famille et que je sois innocenté. Et alors, il s'appelle « Ils ont volé ma vie ». À qui vous parlez ? Alors, ils ont volé ma vie, c'est les gendarmes, le magistrat, c'est une brunetière, le procureur de la République, Tain, et puis aussi les journalistes qui ont aussi été les artisans disons qu'ils ont collaboré, si vous voulez, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, ils sont complices de ma condamnation. Vous clamez votre innocence, pourtant lors d'une garde à vue, l'une des gardes à vue, vous reconnaissez le meurtre de votre frère avant de vous rétracter quelques semaines, jours après. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment ? Alors la garde à vue... Et ses conditions, justement. Ouais. Alors la garde à vue, je peux dire que j'ai vécu l'enfer, même si j'ai eu du mal à la raconter après parce que j'avais un peu honte. Vers la fin de la garde à vue, ils m'ont traité de tous les noms, d'enculé. Je voulais pas avouer que je faisais semblant de rien comprendre. Vers la 46e heure, il y a un gendarme qui vient me voir et me dit t'as intérêt d'avouer enculé parce que ta femme t'a vu courir après ton frère avec une feuille de boucher. Bon, moi je me demande ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire, est-ce que c'est eux qui sont pas en train d'inventer, enfin bref. Et puis ça continue, ils me harcèlent comme des malades. Et après, j'entends un cri de jeune fille, quoi. Et ils me disent t'as intérêt d'avouer enculé parce que c'est ta fille qui pleure en ce moment. Et donc, quand j'en ai eu marre d'entendre ma fille pleurer, j'ai donc répété les dires de l'enquêteur que j'avais couru après mon frère avec une feuille de boucher. Et voilà, c'est comme ça que... Et puis après, dès que j'ai dit ça, ils n'ont pas cherché à savoir qui, quoi pour Brigitte, pour Sandra, Audrey. Apparemment, tout le monde s'en fout. Et ce n'est que 15 jours plus tard, je me suis rétracté le 22 septembre lors de la première reconstitution, où je n'ai pas voulu participer dans la mesure où je n'étais pas l'auteur des faits. Et la juge me dit, je me souviens, elle me dit, on va se revoir, évidemment. 8 jours après, je suis convoqué devant la juge et... Donc je lui parle de la garde à vue, j'ai dit j'ai entendu ma fille pleurer et là elle me dit oh mais vous n'avez pas reconnu votre fille, enfin non c'est pas comme ça, elle dit ça peut pas être votre fille parce que votre fille a été entendue à Conly à 40 km du Mans. Elle n'était pas au commissariat. Et là je tombe des nues et là je m'aperçois que je me suis fait avoir quelque chose de bien. Il y a aussi des personnes qui vous mettent en cause, votre ex-femme, ouais. Martine, ainsi que votre fille aînée. Donc, alors là, c'est des gens qui apprécieront, puisque c'est dans le bouquin. Il faut savoir que le lundi matin, elle m'appelle à 9h30 matin à Socopa pour me dire qu'il y a eu un malheur. Votre ex-femme, Martine. Ex-femme, ouais. Et là, je lui pose la question de savoir qu'est-ce que c'est comme malheur, est-ce que c'est les filles, enfin Marion, Pauline, Célia ou voilà, je cherche et puis elle me dit ben non, c'est pas eux. Après je parle de mes parents, non, c'est pas ça. Et puis après je dis mais c'est qui
heureusement que j'ai insisté, sinon je ne l'aurais pas su. Et elle me dit, ben non, c'est ton frère. Je dis, qu'est-ce qu'il a, Christian? Ben, il est mort. Comme ça. Donc après, je rentre, et puis j'arrive dans le haut du chemin. Ça, je ne sais pas si vous voyez comment c'était, mais il y a pas un gendarme, mais un pompier volontaire de Torigny qui est là pour faire la circulation haute, et donc que je connais depuis très longtemps. Et là, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il paraît que mon frère est décédé. Ah, il m'a dit, ouais, mais il m'a dit, tout le monde est mort. C'est votre petit frère qui vous Et l'apprend. c'est mon petit frère qui arrive. Moi, je n'ai pas pu descendre de la voiture, hein, parce que je suis complètement abasourdi par tout ce qui se passe. Et donc, c'est mon petit frère qui arrive, qui se jette dans mes bras. Et là, c'est terrible, quoi. On ne réalise même pas, quoi. Bernard, Nicolas, pourquoi avoir choisi de coécrire avec Dany Le Prince cet ouvrage? Ça fait des années que vous le suivez, vous avez déjà réalisé des documentaires sur lui, avec lui. Vous travaillez depuis de nombreux mois pour coécrire cet ouvrage. Pourquoi? Parce que pour moi, cette affaire est emblématique de ce que j'appelle les erreurs judiciaires à la française. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, une erreur judiciaire commence par une enquête ratée dès le début. C'est le cas ici, puisque les gendarmes vont s'acharner exclusivement sur Dany Le Prince sans regarder d'autres pistes possibles. Et notamment l'absence d'empreinte de Dany Le Prince, la moindre empreinte qu'on a cherchée dans la maison des crimes, on n'a rien trouvé le concernant. Il y avait des empreintes d'autres personnes, des empreintes génétiques également, sur des couteaux, etc. Et on n'a pas cherché à qui ça pouvait correspondre. Enfin, on sait que sur un couteau jaune retrouvé dans un buffet de la cuisine de Martine Compin, ex-Le Prince, il y avait des ADN, un ADN compatible avec l'ADN de Martine et d'Audrey, une des petites victimes. Mais on n'est pas allé plus loin. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû pousser les investigations techniques, en l'occurrence, et scientifiques, un peu plus loin. Et l'attitude de son ex-femme m'a interpellé, évidemment. Elle voit Dany frapper son frère, soi-disant. Elle arrive dans la maison, les trois autres victimes sont déjà mortes. Et puis, comme si de rien n'était, elle va se recoucher à côté de son mari. Elle alerte personne. Et elle appelle Dany, qui est censé savoir le lendemain matin. Elle l'appelle à la Socopa pour lui dire que son frère est mort. Je trouve ça complètement hallucinant. Quand je fais un film pour Canal+ en 2009, je pose la question à Céline Brunetière. Elle s'en mêle les pinceaux, pardonnez-moi l'expression. Elle est ridiculisée dans ce documentaire parce qu'elle a été ridicule à l'époque. Moi, je le dis. J'ai pas peur de dire qu'elle a mené une instruction ridicule, à charge, uniquement à charge, contre Dany Le Prince. Il y a eu tellement de choses qu'il était essentiel que Dany puisse dire ce qu'il a réellement vécu. Et c'est pour ça, l'objet de ce livre, c'est uniquement ça. Après, évidemment, moi je comprends tout à fait Dany. Pour lui, ça n'est qu'une étape vers son innocence enfin reconnue. C'est ce qu'il espère et ce que j'espère pour lui. Et tout ça est couché par écrit rapidement. Dany Le Prince, vous parlez aussi de votre amour pour la Sarthe dans cet ouvrage. Est-ce que revenir vivre ici, dans ce département, ou revenir un peu plus souvent, c'est en projet ou c'est trop compliqué? Non, c'est pas très compliqué. Je suis né dans la Sarthe, donc j'aimerais bien y revenir, quoi. C'est normal. Après, on verra comment ça va se passer, la suite judiciaire, enfin, il y a un tas de paramètres, quoi. On verra la suite du combat. Merci beaucoup, Dany Le Prince et Bernard Nicolas, d'être venus sur notre plateau. L'intégralité de l'entretien est à retrouver dès à présent sur notre YouTube et sur le site lmtv.fr. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après.